Alors, bonjour à tous, merci donc de nous rejoindre sur ce nouveau live des éditions Luciférine qui donc donne suite à notre introduction sur la Belle Époque et qui est donc dans la suite en fait d'une campagne Ulule qui est en cours pour une anthologie sur ce sujet. Donc la semaine dernière, nous avions présenté déjà la Belle Époque avec donc Nolwenn qui nous rejoint à nouveau sur ce sujet. Et là, nous allons donc aborder une série de plusieurs émissions jusqu'à la fin de la campagne, donc jusqu'à la fin du mois de juin, même début juillet, sur des thématiques plus précises de la Belle Époque. Et nous commençons donc avec les divertissements à cette époque, puisque nous avons tout un monde nouveau qui apparaît, comme on l'a dit, et toute une société de distraction qui va se développer. Alors avant d'en dire un petit peu plus, on va se présenter un peu chacun un tour de rôle. Donc Nolwenn, on l'a déjà vu à l'émission précédente, c'est une auteure qui nous rejoindra sur l'anthologie. Nous avons également Alex Maury. Alex, est-ce que tu nous entends? Faut que je me présente maintenant? Ouais. Oui, voilà. Si. Eh ben oui, moi c'est Alex Maury, je suis auteur de textes fantastiques et d'anticipation et j'ai rejoint le projet Belle Époque avec un texte sur les cirques humains, les monstres humains. Et je remercie Barbara pour sa confiance. Voilà, merci. Alexandra, qui a aussi abordé ce sujet. Alors oui, je suis Alexandra Cordelli, je suis auteure de 3 nouvelles, dont 2 publiées aux éditions Luciférine. J'ai commencé l'aventure avec des démons japonais et je suis plus que ravie de poursuivre l'expérience avec l'anthologie Belle Époque. Merci. Et Guillaume qui nous rejoint sur cette anthologie pour une première nouvelle aux éditions Luciférine. Bonsoir, donc moi c'est Guillaume Osgard, donc pour l'instant je n'écris que des nouvelles, j'ai sorti un recueil, donc essentiellement basé sur l'horreur, le fantastique, le thriller. Donc là c'est ma première collaboration avec Luciférine, c'est une nouvelle qui s'inspire donc d'un texte de Maupassant, donc La mer aux monstres. Ouais. Donc nous avons ici 3 auteurs qui sont inspirés dans des foires aux monstres qui sont très en vogue à l'époque et qui sont vraiment caractéristiques de la Belle Époque. Ça n'existait pas avant et ça s'est arrêté après. Et on avait aussi Nolwenn qui avait abordé un peu plus le côté parisien nocturne. Donc pour revenir un petit peu sur les divertissements de la Belle Époque, on a une affluence à ce moment-là à Paris des populations plus populaires qui viennent pour travailler, donc un exode rural qui va provoquer une recherche, une population qu'il faut divertir, une apparition de cafés, de fêtes foraines, de spectacles. On a aussi les expositions universelles qui vont montrer un peu aussi tous les sorts techniques de la France et des autres pays. Et donc dans ce contexte, on va avoir un certain nombre de spectacles et surtout des spectacles qui se veulent assez dérangeants, assez provocateurs. Donc avec les cafés-concerts, on va notamment avoir le Chat Noir, les Folies Bergères, l'Enfer, le Néant. À chaque fois, c'est des noms qui se veulent un peu subversifs où on va chercher quand même de la provocation, du spectaculaire. On cherche à se détendre des journées de travail en ville qui sont aussi plus oppressantes. Et ce sont des lieux où on va avoir beaucoup de créativité, où beaucoup d'auteurs vont se rejoindre, des lieux, notamment les Chats Noirs, qui vont un peu être le repère des décadents. Et je pense que Nolwenn peut un peu nous parler de ce sujet. Oui, alors en effet, il y a vraiment une explosion en fait, des différents types de spectacles. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société pré-cinéma, ou alors le cinéma va s'intégrer un petit peu dans ça, dans justement cette recherche spectaculaire et du merveilleux technique aussi. Mais dans une société sans cinéma, une société où la radio, tout le monde n'a pas une radio chez soi, ni rien, il y a énormément de spectacles un petit peu partout. Et comme disait Barbara, beaucoup de spectacles dédiés aux classes populaires et où les classes plus privilégiées vont venir s'enjailler et se faire un petit peu peur, s'amuser, avoir le petit frisson
du subversif. Et en fait, déjà, pour se replacer dans le contexte, il faut insister sur l'importance à l'époque de la chanson et du café-concert. La chanson, c'est vraiment un grand vecteur d'information. Il y a pas mal de chanteurs de rue, par exemple, qui vont faire des chansons sur l'actualité. Et donc, même les gens qui ne sont pas super à l'aise avec la lecture, etc., ils savent ce qui s'est passé en termes de faits divers, parce qu'on a fait des chansons sur le dernier meurtre qui a eu lieu. Ce qui fait que c'est quand même des sujets un petit peu provocateurs. Et c'est vraiment en opposition à tout ce qui est grande musique, à la fois la musique de salon ou la musique d'opéra. Il y a toute la musique populaire à côté qui se développe. Et c'est un divertissement léger. Et il y a plein d'artistes qu'on connaît, comme Yvette Guilbert, Aristide Bruand. Et ça peut être une chanson aussi qui va porter des propos politiques très forts. On va critiquer la société de la Troisième République, voilà, tout simplement. Et il y a toujours un côté un petit peu gouailleur. À ce titre, j'avais noté par exemple une chanson d'un chansonnier qui s'appelle Morel, qui parle des chansonniers de la butte Montmartre. Et c'est, pour devenir un chansonnier de Montmartre, il faut, je cite, il faut savoir se composer, un air très sale, jamais phrasé. Il faut avoir des cheveux ridicules et, si l'on peut, des pellicules. Il faut aussi faire des chansons, mais c'est un détail, passons. On est déjà dans un travail finalement de la communication et du personnage du chanteur. On continue, on chante d'un air de s'embêter, paraît que c'est ce qui fait porter. Comme quoi les choses ne changent pas. Faut avoir l'air un petit peu détaché, pour avoir l'air cool. Voilà, donc on a vraiment cette chanson qui est super importante, et cette chanson, c'est un spectacle, c'est un numéro parmi d'autres dans tout ce qu'on appelle les revues théâtre, les revues de cabaret, où il y a aussi de la danse, et aussi de la pantomime. On a tendance à beaucoup oublier la pantomime, mais c'est un art qui est très important à cette époque-là, et il y a beaucoup d'écrivains qui ont fait des livrets de pantomime, ce qui est assez intéressant, parce que l'écrivain, c'est l'artisan du mot, qui tout d'un coup va écrire pour du spectacle muet. Donc il y a vraiment des recherches de création, et là, le musical, il y a un côté à la fois le service, le spectacle et les dimensions de la salle. La salle elle-même est un spectacle. D'ailleurs, la salle est souvent éclairée à l'électricité. Donc c'est quand même moderne, un peu foufou. Et donc justement, le musical va un peu parfois phagocyter tout ce café-concert un peu populaire qui a beaucoup lieu dans les périphéries qui ont été rattachées à la ville il n'y a pas longtemps, Montmartre par exemple. Et voilà. Et donc, le musical, il y a plein de tableaux, d'attractions, des danses un peu inspirées des danses orientales, avec vraiment un côté fascination un peu malsaine. Et voilà, tous ces spectacles vont être souvent un terreau vraiment fertile. Les écrivains, ils vont beaucoup, les artistes en général. Il peut y avoir aussi des œuvres un peu totales avec un compositeur important qui va faire une musique. Et à côté de ça, ça va être sur un livret d'un poète. Et en même temps, c'est un et des ensembles finalement et des collaborations d'artistes. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, effectivement, pendant des collaborations d'artistes, alors on a des petits problèmes, je crois, de téléphone. Tout va bien. C'est bon. Donc, en parlant des collaborations d'artistes, on va y arriver. Effectivement, on a aussi les écrivains qui se retrouvent et une forte et qui vont par exemple partager leurs poèmes en direct. Donc on a des scènes libres qui s'improvisent, des partages, des critiques, des fois des critiques véhémentes. C'est pas... à l'époque, on n'avait pas de problème à dire ouvertement à un poète que ce qu'il faisait c'était nul. Donc des fois il se faisait littéralement huer, moquer et quitter le café avec honte. C'était presque un jeu. Donc certains auteurs étaient même très très durs et étaient réputés pour ça, notamment Jean Lorrain, je crois. Je crois que tu as peut-être quelque chose à dire sur cette anecdote, Nolwenn. Alors cette anecdote-là, je pense pas, mais en fait avec Jean Lorrain, il y en a tellement d'anecdotes que Là, c'est sûr. C'est quand même quelqu'un qui aime être très provocateur. Enfin, c'est teigner les sourcils et les cheveux en rouge. Voilà. Il se présentait comme amphilanthrope
pour revendiquer son homosexualité en public. Donc, et il avait vraiment tendance à confronter les gens sur ce qu'il ne voulait pas avouer en public. En fait. C'était vraiment un peu sa marque de fabrique d'aller attaquer un peu l'hypocrisie et la bien-pensance de la société. Moi, je ne pense pas que j'ai l'anecdote à laquelle tu penses, donc je vais te laisser la raconter. Moi, je suis plutôt sur, par exemple, le duel avec Marcel Proust. J'avais pas d'anecdote très très précise, mais j'y pensais notamment par rapport à cette figure d'artiste un peu qui apparaît, provocateur, critique, qui se met en scène, qui travaille son apparence. Si tu avais une anecdote avec Marcel Proust, je pense qu'on veut bien l'entendre. Alors, en fait, c'est au sujet de la réception du premier recueil de textes de Marcel Proust, Les plaisirs et les jours, et qui a été bien reçu avec un succès d'estime, comme on appelle ça. C'était, alors que je dis pas de bêtises, oui. Il y a eu une critique, je crois, élogieuse d'un des Daudet, je ne sais plus lequel. Et Jean Lorrain a très fortement sous-entendu que c'était parce que Proust était à l'époque en couple avec Lucien Daudet. Voilà. Proust, il n'a pas trop aimé ça, que tout d'un coup, on le sorte du placard comme ça sans qu'il ait rien demandé. Donc il a provoqué Lorrain en duel. Et donc ils sont allés faire leur duel. En fait, ils ont tous les trois tiré 3 fois, ils se sont ratés 3 fois chacun. Et on a dit, bon, bah ça va, du coup c'est bon. Et l'honneur a été jugé lavé. Mais, donc c'était pas le duel le plus épique de l'histoire des duels, clairement. Mais vraiment, c'était vraiment un petit peu deux figures de la littéraire importante, deux figures aussi homosexuelles et de façon très différente de le vivre, et elles se sont confrontées sur ça, sur l'espace public, ce qui était quand même particulier pour l'époque. Ouais. Oui, sachant qu'en plus à l'époque, les duels donc au pistolet étaient interdits, mais il y en avait encore beaucoup. Donc effectivement, il y a eu plusieurs histoires, hein, c'est pas la seule, de personnes qui pour des petits accrochages se provoquaient en duel, mais souvent ils le faisaient de manière un peu illégale, hein, enfin tôt le matin ou tard dans la nuit. C'était parce que c'était pas autorisé et ça faisait trembler tout le monde, mais bon, généralement, bon, il y avait effectivement pas forcément de mort, mais voilà. J'ai un petit bloc. Enfin, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis désolée, Si. Ah, si, tout va bien. Donc, en parlant justement des duels et des affaires criminelles, ce qu'on a évoqué notamment quand les faits divers entraient un peu dans le spectacle, on a eu des pièces de théâtre qui s'inspiraient d'affaires criminelles, donc notamment avec par exemple, on se passionnait pour les banlieues, on appelait ça les guerres d'Apache, par exemple. Donc ça, c'était les voyous, hein, on disait les voyous de Belleville notamment, qui avaient donc leur petite guéguerre entre eux, mais ça a commencé à intéresser. On a écrit dessus, on lisait les faits divers, et pire encore, les morgues devenaient même des lieux où on pouvait presque de spectacle. Hein. Donc il y avait possibilité parfois d'aller voir les corps des victimes pour avoir un effet plus direct des affaires criminelles qu'on avait lues dans le journal. Donc ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais c'est comme l'a dit Nolwenn. À une époque, on n'avait pas encore le cinéma, mais on commençait à être avide de sensations fortes et on était aussi très curieux. Donc, avec les affaires criminelles, on commençait à être curieux aussi de l'anatomie, des progrès de la médecine, de la criminologie. Notamment, il y avait toute une idée qu'il y avait peut-être un profil physique du tueur. Donc, on voulait aller voir ça de plus près, vérifier les théories, ce qu'on lisait dans les livres de plus près. C'était aussi le cas des expositions universelles. On avait aussi les expositions coloniales qui montraient un peu comment on vivait dans les colonies de France. Là, on ne pouvait pas aller parce que, pareil, on n'avait pas l'avion, on n'avait pas le voyage aussi facile. Donc, on avait vraiment envie de découvertes et de sensations fortes. Alors, on a vu
les cirques. Et donc, sachant dans les cirques, par exemple, les spectacles de fauves, les gens y allaient souvent avec l'espoir que le dompteur se fasse manger, hein, parce qu'on avait envie, pareil, hein, c'était pas la même époque, on avait envie de voir des choses dérangeantes, choquantes. Et on avait les foires aux monstres. Donc ça, c'est un sujet qui a intéressé 3 auteurs et je pense que c'est un sujet vraiment propre à cette époque. Donc les foires aux monstres, qu'est-ce que c'est? Enfin, je pense que tout le monde connaît, notamment grâce au film Fricks, hein, qui a gardé un peu cette mémoire. Ce sont donc des personnes difformes, donc, qui sont nées avec des particularités physiques très spéciales, très effrayantes, hein, pour l'époque, et qu'on exposait, donc on allait voir comme si c'était un peu des créatures fantastiques, hein, si on veut. Donc on pourrait revenir avec Guillaume sur la nouvelle qu'il a inspirée, qui est donc une nouvelle de Maupassant, qui évoque justement cette époque et donc ce phénomène. Alors oui, donc c'était une nouvelle de Maupassant qui a été écrite en 1883, qui s'appelle La mer aux monstres. Donc il y a pas vraiment de mystère dès le début sur le sujet. Ce n'est pas trop en dévoilé que de dire en fait que ça raconte l'histoire d'une femme qui accouche volontairement de monstres en utilisant un corset de sa fabrication, un corset trop spécial, qui la compresse donc pendant toute sa grossesse. Et au final, ce qu'il en sort, ça donne des freaks, hein, des phénomènes de foire. La première fois, c'est un accident, en fait, par lui servir, elle en fait un commerce, puisque justement les cirques viennent régulièrement la voir, plus ou moins chaque année, pour négocier, justement, pour pouvoir lui acheter un bébé freak, quoi, un phénomène de foire. Et donc, elle va carrément jusqu'à faire des enchères entre les différents cirques qu'il va avoir. Donc, je ne vais pas raconter la fin de la nouvelle, mais dans le texte de Maupassant, en tout cas, ça parle de ça. La mer aux monstres. Oui. Et justement, effectivement, c'était quelque chose qui rapportait, hein, les monstres. Et c'était un peu, à l'époque, pour ces personnes qui avaient un physique très particulier, leur seul moyen de vivre presque, hein, c'était presque leur seule solution pour avoir une existence sociale et pour avoir des rentrées financières. Sachant que c'était assez lucratif, hein, certains étaient de véritables stars, hein, et se sont fait beaucoup d'argent finalement. Et donc Alex en a mentionné quelques-uns dans sa nouvelle, par exemple. Des monstres connus, tu veux dire? Oui, des monstres, justement, je disais donc, que c'était des personnages qui ont eu, certains, une grande carrière et qui sont restés connus dans l'histoire. Ah oui, par exemple, tu as un personnage qui fait partie de ma nouvelle qui s'appelle Frank Lentini. Donc ce monstre humain, il avait 3 jambes, dont une située en prolongement de sa colonne vertébrale, mais elle était plus courte que les autres. Et donc il s'en servait de tabouret. Et il s'était lié d'amitié avec un unijambiste, et en fait ils achetaient des chaussures à 2. Voilà, dans un monstre célèbre, par exemple, Frank Lentini. Oui, j'avais vu aussi, donc on avait des frères siamois, on a eu des personnages poilus, des êtres tout petits. Toi, notamment, Alex, tu as parlé de l'androgynie dans ton texte, par exemple. L'intersexuation. Voilà. Donc en fait, le héros est un adolescent transgenre qui est aussi intersexe et qui est jeté à la rue par ses parents à cause de son intersexuation. Et qui rencontre un propriétaire de monstres un petit peu étrange, qui a une bouteille un petit peu troublante, on va dire, qui lui propose de l'engager, et donc il accepte, et il devient monstre chanteur. Voilà, donc le lien avec le chant. Et, oui. Alexandra, donc toi aussi tu as choisi d'aborder le sujet des freak shows. Donc peux-tu nous dire un petit peu plus sur cet univers que tu as choisi d'aborder et de montrer en particulier? Alors oui, c'est vrai que moi je suis peut-être plus vague dans le sens où c'était l'ambiance qui m'a particulièrement
attiré en fait. C'est ce côté vraiment dérangeant, ce voyeurisme très malsain finalement. Oui. Puis, l'idée que les gens ordinaires ou les gens bien nés venaient payer leur billet pour assister à cette exhibition, il y avait voilà ce côté qui était vraiment choquant et certainement ils demandaient à voir un spectacle qui les choquait profondément. Et ça me fait penser justement au rejet de la religion. Finalement, ces personnes-là, fut un temps, étaient cloîtrées chez elles ou dans peut-être des hospices, enfin, des endroits particuliers. Et là, finalement, on les mettait, c'est comme si on les sortait des enfers finalement pour les mettre à la vue de tout le monde. Donc voilà, moi, cette ambiance, je trouvais qu'elle était très inspirante. Et c'est vrai qu'on on se figure un peu comment dire, le décorum. Je pense au cirque Barnum, enfin, c'est plus ancien, mais c'est vrai, voilà, il y a vraiment ce côté-là très marqué, une ambiance un peu de fête foraine, mais c'est une fausse légèreté, hein, puisque c'est vraiment touché au côté un peu noir de l'âme, hein, finalement. Et donc voilà, moi dans ma nouvelle, c'est plus une progression, en fait, une descente dans ce dédale un peu sombre et où mon personnage va se perdre. Justement, donc le cirque Barnum, tu mentionnes, c'est un peu le début de ça. Donc là, on est plus au début du 19e siècle et on est aux États-Unis. Donc ça, c'est un peu enfin, c'était aux États-Unis, en Europe, les foires aux monstres, ça a été tout au long du 19e siècle un phénomène. Enfin, on avait donc des monstres. On a eu des stars internationales parce qu'ils faisaient vraiment les tournées donc dans toute l'Europe, aux États-Unis. Enfin voilà, ils bougeaient beaucoup, ils se présentaient dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays. Et c'est vrai en fait, le phénomène un peu de la foire est apparu avec eux, puisque c'est le spectaculaire, c'est un peu arrivé avec l'exhibition de monstres. Et donc, je ne sais pas si Nolwenn, tu avais quelque chose à ajouter sur ce sujet, puisque c'est pas un sujet que tu as choisi de traiter, mais si tu as quelques mots à en dire. C'est un sujet qui me parle aussi dans mon recueil de nouvelles, Le Désespoir de la Fichise, et que j'avais écrit une nouvelle sur une femme à barbe. Oui. Donc, c'est quelque chose qui m'a touchée aussi, les Freuden de Monsieur Pervenche, avec justement un monsieur tout à fait normal qui vient chercher un peu le frisson dans un cirque et tombe amoureux d'une femme à barbe. Et au moment où il veut la présenter à ses parents, elle a tellement peur qu'on se moque d'elle que ses parents la rejettent, qu'elle va essayer de prendre des décisions un peu extrêmes. Et c'est là que peut-être leurs deux chemins se séparent à nouveau. Et c'est vraiment sur la notion du rapport à la norme dans cette société qui fonctionne énormément sur à la fois le code et le fait qu'on va transgresser le code, mais toujours dans des moments un peu particuliers ou loin des regards. Vraiment sur le voilé dévoilé. Et oui, plus généralement, sur cette question du cirque, c'est vraiment aller rechercher l'inhabituel, parce qu'on a justement toutes les foires aux monstres, et on a aussi, par exemple, toute fin 19e, c'est le moment où la troupe de Buffalo Bill tourne en France, avec les cow-boys, les Indiens, etc. Et ça fascine énormément les gens, mais dans un moment où l'américanisme est un peu cool. C'est aussi la grande arrivée des cocktails, d'ailleurs, à ce moment-là. Les cigarettes américaines et les cocktails, c'est si on veut être le dandy à la mode, il faut aller au bar américain pour boire des cocktails, c'est important. Et on est vraiment, que ce soit les monstres, que ce soit ces cirques-là, vraiment à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une sorte de frisson et d'une forme de dépaysement. Avec, oui, comme disait Alexandra, une forme de voyeurisme qui peut vraiment être malsaine. Et en même temps, comme la recherche d'un appel d'air dans une société qui est assez réglementée. Oui, et d'ailleurs, hein, quand on disait qu'on était un peu donc dans l'anti-religion, c'est qu'on abandonne aussi les thèses créationnistes qui étaient très quasiment omniprésentes avant. Et on intègre du coup, à la fois il y a ce côté malsain, il y a
et à la fois on intègre à la société, comme dit, ces personnages difformes, puisqu'avec les progrès de la médecine, on se rend compte que ce sont des gens normaux qui ont un cerveau qui fonctionne comme les autres, ce qui n'était pas forcément évident avant. Donc, c'est mêlé aussi d'une fascination de voir une personne qui a un corps souvent effrayant, mais qui, malgré tout, a l'air va s'exprimer comme nous. Donc voilà, puisque, comme dit, ce sont des personnages. Là, tu mentionnes quelqu'un qui tombe amoureux d'une femme à barbe, mais on a eu aussi des frères siamois qui ont connu la célébrité puis qui ont eu des épouses. Donc voilà, ils commencent à être intégrés de manière peut-être un peu bizarre, mais sachant qu'à la fin du 19e siècle, en France, on se rend compte que c'est dérangeant justement parce que cette présence sur l'espace public a permis de vraiment les intégrer comme des gens normaux et on se met à interdire ce genre d'exhibition. Aux États-Unis, il faut attendre 1937, si je ne me trompe pas, pour que ce soit interdit. Donc ça dure un peu plus longtemps. En France, dès la fin du 19e siècle, ça commence à s'arrêter. Ce qui s'explique aussi avec l'arrivée du cinéma, puisque le spectaculaire, on commence à l'avoir en fiction. Et d'ailleurs, les premiers films au cinéma sont des films d'horreur. Je crois que on a Frankenstein, Dracula, etc. Donc les gens veulent du spectaculaire, veulent se faire peur, mais cette fois, ils vont pouvoir le faire en fiction. Pour en revenir au sujet des foires aux monstres, Guillaume, par exemple, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette nouvelle de Maupassant? Qu'est-ce que tu as cherché à aborder plus spécifiquement dans ta nouvelle en la reprenant? En fait, il m'avait beaucoup marqué la première lecture. C'était il y a bien des années avant que je propose le projet. Et quand tu as lancé la texte, j'ai tout de suite pensé à Maupassant, qui a déjà une principale influence. Mais c'est une relecture plus contemporaine. Et surtout, je vais donner un côté peut-être plus cynique, un peu calme, à la même époque, mais qui avait un ton beaucoup plus sombre, satirique même. Parce que la nouvelle de base de Maupassant est plus, on va dire, sombre, mais c'est humaniste, quoi. Il y a pas vraiment, si je me demande, on peut trouver chez un. Donc là, il y a un côté Billy de Lille, Mirbeau, mais voilà, on retrouve toute la thématique de Maupassant, mais voilà, j'ai listé à notre époque, avec un humour un peu noir, voilà, un peu satirique. Alors par contre, je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'il y a des... qu'on t'entend pas très bien, Guillaume. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si ça va. Si, pas Je crois que c'est chez moi. J'ai un petit problème, je suis désolée. Voilà. Un peu saccadé, c'est un peu parasite. Voilà. Donc ça va, ça remarche, je suis désolée. Oui, et donc Alex, pour en revenir donc à ta nouvelle, qu'est-ce qui t'a aussi attiré sur ce sujet spécifiquement? Ah ouais, c'est le côté marchandisation de monstres, on les vend comme ça, voilà, faites-vous plaisir, matez, quoi. Tu vois, c'est... Voilà, et le personnage aussi, ça le dérange au début quand le propriétaire de monstres vient me voir, lui demander s'il veut bien intégrer sa troupe. Il le perçoit, cet aspect marchandisation, ça le gêne de parader comme une bête de foire, ça le met en colère, mais en gros ça. Et la prostitution, il se dit, quitte à être nourri, logé, blanchi, autant y aller. Donc il y va, il y trouve un petit peu son compte au final dans l'épanouissement. Mais ça le freinait au début, oui. Oui, je pense que c'est quelque chose qui freine, surtout sachant qu'il y a eu des choses un peu choquantes qui ont été faites à l'époque. Par exemple, des monstres qui ont été, qui après leur décès ont été empaillés et exposés dans des musées. Donc voilà, on a eu quelques comportements évidemment qui aujourd'hui nous semblent invraisemblables, mais qui se sont produits à l'époque. D'un autre côté, pour le positif, on a eu aussi, à chaque fois qu'un monstre se présentait, notamment surtout les Siamois et autres personnes qui avaient des difformités très particulières, on aimait bien faire venir, on en faisait tout un événement, dont un événement médical, où on faisait venir la presse, les spécialistes, pour à chaque fois étudier leur cas. Et vers la fin du 19e siècle,
on a commencé à réussir à en guérir certains. Donc ça, c'est aussi ce qui a fait que ça s'est arrêté, puisqu'on a fait des progrès et que justement attirer l'attention sur leur cas a permis de faire des progrès en médecine à leur sujet. Il y avait ce monstre humain dont j'ai oublié le nom, donc il avait une tumeur sur le crâne et il a été exposé comme un monstre humain. Et avec de la cire, ils ont réussi à reproduire un visage. Donc pendant quelques années, le temps que la médecine évolue, il a fait son numéro avec son second visage reconstitué et après ils lui ont retiré sa tumeur. Et donc, je vois que dans les commentaires, on aborde notamment des séries qui parlent donc, des frics. Je crois que juste avant donc, le début du live, Alexandra nous en avait parlé aussi parmi des références. Si on peut en parler un petit peu, parce que moi, j'avoue que je ne les ai pas vues. Donc, oui, sur le film de 1932. Par exemple, oui, donc un peu toutes les références cinématographiques, anciennes et actuelles, qu'on peut avoir sur le sujet. Très honnêtement, oui, je connais beaucoup mieux la série American Horror Story, la saison 4. Mais elle est grandement inspirée de ce film. On retrouve les mêmes personnages, donc tout un panel de monstres, de créatures, de phénomènes de foire, pour reprendre le terme de la Belle Époque, évidemment. Je pense beaucoup à Elephant Man aussi, la foire aux monstres. Oui. Et puis il y a ce rejet aussi dans cette œuvre-là. Et je dirais que c'est les trois principales que moi je retiens. Après, en termes de cinéma, j'en ai pas tant que ça finalement. Pardon, oui. Je pensais à Victor Hugo et à Notre-Dame de Paris finalement. Alors on est pas le monstre, mais il y a aussi là l'histoire du rejet, la diffamation. Alors effectivement, avec Notre-Dame de Paris, c'est vrai qu'on est sur un personnage de monstre. Alors là, c'est plus, on est dans les années 1830, donc on n'est pas encore à la Belle Époque, mais c'est un sujet qui, avec un roman plus récent, enfin plus proche de la Belle Époque, on a aussi L'Homme qui rit, qui va reprendre aussi un personnage difforme. Donc notamment en littérature, est-ce que Noël, tu aurais des exemples qui te viendraient en tête? Mais alors après, c'est des exemples où ce ne sont pas des monstres naturels, ce sont des monstres artificiels, parce que le grand truc des décadents, c'est l'artifice. Donc il y a plusieurs exemples. Dans Monsieur de Bougrelon, il y a une femme qui a été abusée 7 fois par des hommes et qui s'est fait incruster dans la peau 7 rubis, comme 7 blessures ouvertes. Et la description s'attarde assez longuement sur ces rubis incrustés dans la peau. Donc, il y a vraiment ce côté revendicatoire et en même temps, voilà, cette blessure, et il y a un côté monstrueux. Il y a aussi, je pense à Mirbeau dans Le Jardin des Supplices, où on est... en fait, le narrateur suit une jeune femme qui est fascinée par les tortures, et ils sont en Chine, dans un bagne, et ils voient tous les corps, en fait, torturés, et donc les corps deviennent des monstres, ils perdent peu à peu leur humanité du fait des tortures que je ne vais pas décrire ici. Et donc, mes exemples sont finalement pas des monstres au sens ceux qu'on trouve dans les cercles, c'est des monstres que l'homme lui-même a créés. Et je trouve que ça dit aussi quelque chose de cette littérature et de cette époque, parce qu'il y a vraiment cette idée que finalement, où va le monstrueux? Et c'est quelque chose qui est énormément exploité aussi dans tout le théâtre du Grand Guignol, à partir de 96, avec à la fois des pièces qui vont être inspirées justement de crimes, de faits divers, etc., mais des pièces qui vont de plus en plus accueillir un élément fantastique. Et voilà, quel est le monstre finalement? Est-ce que parfois le monstre, c'est pas... dans Mirbeau, Le Jardin des Supplices, le monstre, ce sont les corps suppliciés ou la jeune femme qui trouve ça érotique? Donc voilà, ça répond pas vraiment à la question, mais, non, mais c'est intéressant aussi. Toutes les pérégrinations littéraires, je suis surtout tombée sur des monstres modernes créés par la société ou créés par finalement la souffrance qu'ils ont connue.
Oui, voilà. Après, c'est aussi justement le fait de mettre le monstre plus au centre un peu de la création, des spectacles. Ça permet aussi de redéfinir ce qu'est le monstre et aussi sa définition. Donc on voit qu'on est aussi un peu dans un débat artistique sur le sujet, puisque de toute façon, on commence à comprendre que les monstres, ceux qui ont l'apparence des monstres, ne sont pas forcément des monstres, puisque finalement, ils finissent par avoir une vie comme tout le monde, et ils n'ont pas moins d'intelligence que les autres, hein, en tout cas pour l'essentiel de ceux qui participaient au spectacle de monstres. On avait fait un petit tour la semaine dernière sur vos références, un peu sur la Belle Époque, sur les auteurs ou artistes qui vous plaisent, parce qu'on pourrait avoir quelques noms. Alex, par exemple. Ouais. Il y a Baudelaire, même si ça fait 3 siècles que je ne l'ai pas lu. Pareil pour Apollinaire, même si la chanson du mal-aimé m'avait un petit peu plus marqué que les autres. Et après, je ne sais pas trop, est-ce que le script de Cameron sur Titanic, est-ce que ça compte ou pas? Ça, je ne sais pas, là, on est... Après, ça peut être des ambiances, hein, des films ou autres qui sont plus modernes, mais qui abordent cette époque. Il n'y a pas de souci non plus. Guillaume, par exemple. J'ai bien Massif qui avait écrit à rebours, donc c'était un peu Bible des dandies. Et puis bien sûr, Baudelaire, Maupassant, Rimbaud, Villiers, quoi. Mais, même Huysmans, peut-être un peu oublié, mais il y a une influence. Merci. Et Alexandra? Alors, je vais répondre la même chose qu'Alex. Baudelaire et Apollinaire, les références. Voilà. Merci à tous pour cette émission sur les frics, sur les cabarets-concerts et sur les foires en général. Merci à Nolwenn, Alex, Alexandra et Guillaume, donc, qui sont tous 4 auteurs dans l'anthologie Belle Époque, qui est toujours donc, en campagne Ulule actuellement. Donc là, on est tout proche des 150%. Et qui nous permettent de débloquer les lettres dorées, mais ce n'est pas fini, donc on espère que vous nous rejoindrez sur donc, cette campagne qui va durer tout au long du mois de juin. La semaine prochaine, donc, avec le jour à préciser, on va aborder là, le sujet de la figure de la femme à la Belle Époque, puisque c'est aussi un sujet très présent dans l'art, dans les lettres, et aussi donc, un sujet qu'on avait un peu abordé dans l'introduction la semaine dernière. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci aux auteurs et puis à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.